Après avoir consacré une brève parenthèse à la signification de deux termes difficiles à traduire, solemnis et ritus, nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la conception du mythe d'après Tite-Live. Nous avons vu que la notion est plus large que les simples histoires impliquant les dieux, ou celles qu'on peut lire dans Hésiode ou dans la poésie grecque, et que la position de l'historien à l'égard de ce type de récit est tout à fait conforme à celle que pouvaient avoir les Romains à l'égard du mythe dans la pratique religieuse quotidienne. Ils les considèrent comme des ornements qu'ils insèrent occasionnellement dans le récit, mais qui ne sont pas essentiels au cœur de l'action reportée. En cela, le mythe occupe une place en tout point comparable dans son œuvre à celle qu'il occupe dans les temples et par rapport aux rites religieux. Après cela, nous nous sommes entrés dans l'étude des pratiques religieuses proprement dites, telles que Tite-Live les décrit, en commençant par le sacrifice. En premier lieu, nous avons jeté un regard sur les sacrifices que nous appelons non sanglants, les supplications. Ce sont les seuls qu'il décrit. Il s'agit d'un rite exceptionnel qui consiste à défiler en foule dans les temples qui sont ouverts ces jours-là pour féliciter ou implorer, selon les circonstances, les dieux et pour leur offrir de l'encens et du vin. Ce type de libation proclame
monsieur un tel, monsieur un tel. Je dis simplement cela si jamais il y a eu un incident ou un événement remarquable, le président d'un pays en visite ou le président de la République qui fait la communion ou celui qui communie tombe foudroyé mort. Là, on en parle, mais malheureusement, normalement, on ne parle pas de ces détails dont nous, en tout cas moi, nous sommes extrêmement friands. Pas les morts des communiants, mais les rites qui se déroulent. En tout cas, ce jour-là, le 13 septembre, le Sénat dînait au Capitole et les sénateurs se levèrent et demandèrent unanimement à l'Africain de fiancer sa fille à Gracchus pendant ce repas, pour qu'on en finisse avec l'hostilité entre ces deux grands hommes. Après avoir pris en plein milieu de la fête publique traditionnelle l'engagement, conformément à la coutume ritée, Scipion rentra chez lui et annonça à sa femme Émilia qui venait de fiancer sa fille cadette. Il s'agissait de la fameuse Cornélie, l'intellectuelle mère des Gracques. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la suite, car Tite-Live continue. Susceptible comme le sont toutes les femmes, Émilia déclara qu'il aurait fallu demander l'avis de sa mère, sauf s'il s'agissait de Tiberius Gracchus. Tout est donc bien qui finit bien, et Scipion l'Africain échappa ce jour-là, finalement, à la scène de ménage qui se profilait. Mais ce qui nous importe, c'est le contexte de ces fiançailles entre Cornélie et le père des Gracques. On comprend que le banquet en question est celui de l'Epulum Iovis, célébré lors de la fête annuelle, qualifiée d'ailleurs de solemne publicum par l'historien. C'est au cours de ce moment de convivialité cordiale que l'esprit du lectisterne, quand dieux et hommes partagent le repas, exerce son influence sur les deux ennemis et se traduit par une alliance familiale. Si nous avions le moindre doute sur cette lecture, il suffit de regarder les lignes que Aulus Gellius et Valère Maxime consacrent à l'anecdote. Donc, pendant ce banquet, des attributs de Jupiter, Junon et Minerve étaient installés sur un lit de table ou sur des chaises pour les déesses. Je mentionne les trois divinités, ce que le titre même de la festivité ne nous dit pas. On a l'impression qu'il y a Jupiter, mais dans d'autres cas, on sait qu'on a quelques indices qui montrent qu'elles étaient toutes les trois divinités. Et une fois que l'offrande de la fraissure de la victime ou des victimes avait eu lieu devant l'autel et que le déploiement des nourritures supplémentaires sur les tables des dieux avait été fait, les sénateurs se couchaient et prenaient aussi leur part de ce banquet. Or, il se trouva que les deux ennemis se trouvèrent placés côte à côte sur le même lit de table. Donc, il y a eu un petit complot des sénateurs pour occuper tout et pour les forcer à se mettre côte à côte, comme le précise Aulus Gellius dans les Nuits attiques. Et sous le regard des dieux immortels, qui en quelque sorte joignirent leurs mains en signe d'échange de bonne foi et d'alliance, eh bien, les deux hommes devinrent immédiatement des amis et des parents. Vous noterez en passant, pour notre enquête sur le Solemnis, que tout cela se passa, d'après Gellius, Solemni die, auquel Iovis Epulum libatur, le jour annuel où le banquet de Jupiter était offert. Revenons au rite sacrificiel et, après avoir vu quelques indications sur les banquets, mais je vous dis, on n'en parle pas beaucoup, et voyons ce que Tite-Live nous apprend d'autre sur celui-ci. Première question, qui sacrifie ? Vous vous rappelez que nous avons parlé il y a 2 ans sur cette question où, d'après certains, finalement, les rites romains, rites publics notamment au Capitole, étaient ouverts à qui voulait et que ce n'était pas du tout une religion ethnique ou civique qui se définissait ainsi, mais que c'était une imagination des historiens modernes. En fait, si vous regardez de près les textes, vous ne trouverez rien de tel. Je suis limité par le sujet à Tite-Live, mais je peux vous citer 2 textes qui sont assez clairs, au moins un, qui vous montrent qu'aucun étranger ne peut sacrifier ni même déposer des offrandes aux dieux publics romains sans en avoir obtenu l'autorisation expresse.
Plusieurs exemples l'attestent. Il s'agit de l'époque de la victoire remportée sur le roi de Macédoine Persée en 168 avant notre ère, lorsque divers rois étrangers souhaitent rester attestés de l'amitié qu'il portait à Rome et remercier ses dieux pour la victoire. Ainsi, le roi des Numides, le vieil allié des Romains, Massinissa, voulut venir à Rome pour offrir au Capitole un sacrifice d'action de grâce à Jupiter, très bon et très grand, et il demanda pour cela la permission au Sénat. Ut ei permittatur, qu'on lui permette. Donc un roi, un chef d'État, demande de l'autorisation de sacrifier pour les Romains et leur victoire au Capitole. S'il avait pu entrer comme dans un moulin au Capitole, il serait venu et il aurait sacrifié, et puis il serait allé saluer le Sénat. Ce dernier lui épargna le voyage, puisqu'il était âgé, et répondit qu'il suffirait de l'offrir dans ses pénates, c'est-à-dire chez lui, et que son fils offre un sacrifice à sa place à Rome. Tel quel, le droit de sacrifier ne paraît pas être soumis à l'autorisation du Sénat. En tout cas, notre texte passe sur l'autorisation qui est évidemment immédiatement accordée. Mais il suffit de lire le texte concernant la demande de Prusias, le roi de Bithynie, qui vint à Rome pour rendre hommage au dieu tutélaire de la ville de Rome, au Sénat et au peuple de Rome. On l'envoya au Sénat, où le roi demanda qu'il lui fût permis, en immolant 10 victimes adultes à Rome et au Capitole et une à Préneste dans le temple de la Fortune, pour s'acquitter du vœu qu'il avait formulé pour la victoire du peuple romain. Nous apprenons donc que Prusias affirme même avoir formulé des vœux pour la victoire romaine. En fait, il était un peu moins droit et il avait longtemps navigué dans des eaux troubles parce qu'il pensait que Persée allait battre les Romains. Mais là, il est rallié, il est heureux. Il vient, il dit qu'il a même fait un vœu pour leur victoire. Le Sénat acquiesça et décida que le trésor public fournirait au roi, comme aux magistrats romains, les victimes et les autres choses relatives au sacrifice qu'il voulait, soit à Rome, soit à Préneste. Donc le roi est reçu en hôte et en allié. Il reçoit bien sûr l'autorisation de sacrifier, mais il faut qu'il la demande. Et il est en outre traité comme un magistrat romain, comme un chef de peuple allié. Avec l'autorisation d'offrir ses sacrifices, il reçoit tout ce qu'il faut pour sacrifier, ce qui est aussi une façon pour les Romains de contrôler entièrement ces sacrifices. Nous aimerions bien savoir ce qu'étaient toutes les choses relatives au sacrifice. J'imagine qu'il s'agit du vin, de l'encens, des victimes et des appariteurs qui servent lors des sacrifices publics. Peut-être aussi les joueurs de flûte. Bref, tout l'appareil rituel est là. Mais comme toujours, Tite-Live passe sur ces banalités. Voyons en revanche ce que Tite-Live nous apprend d'autre sur les sacrifices. D'abord, les temps du sacrifice. Quand est-ce qu'on sacrifie? On constate que d'une manière générale, les divers actes préliminaires au sacrifice, oui, quand et comment cela se fait? Quelle est la succession chronologique des actes? Après les différents actes préliminaires au sacrifice, le choix des victimes, la procession sacrificielle, la libation préliminaire sont pratiquement passés sous silence. Tout juste apprenons-nous que la procession triomphale de Polémile à la suite de sa fameuse victoire de 168, remportée sur le roi de Macédoine, Persée, comportait des victimes qu'il allait offrir à Jupiter au Capitole en acquittement de ses vœux de départ et de bon retour. La procession triomphale est au fond une gigantesque procession sacrificielle
qui fait le tour de Rome avec le butin, les prisonniers, puis les victimes, le char du triomphateur et du sacrifiant, et puis son armée, etc. Pareillement, il faut la circonstance exceptionnelle du geste accompli par Manlius Torquatus, qui impressionne le roi étrusque Porsenna en posant sans broncher sa main sur la braise pour savoir qu'un foyer allumé se tenait à proximité du roi assis sur son tribunal. Scène mythique, bien entendu, à l'époque des origines, mais qui décrit absolument la façon dont siégeait un magistrat de l'époque historique. Tite-Live, comme vous le voyez, emploie le terme foculus, foyer, dans ce passage-ci. De quoi s'agit-il? D'un foyer portatif, comme c'est le cas, par exemple, sur les bas-reliefs sacrificiels de l'époque plus tardive, fin de la République et sous l'Empire, ou dans les protocoles des Arvales, par exemple, un foyer portatif, un trépied qui est destiné à recevoir les libations, notamment la libation préliminaire par l'encens et le vin, qui ouvre les sacrifices et qui dit l'immortalité et la supériorité des dieux, ou bien s'agit-il plus banalement du foyer en métal qui était imposé aux autels sacrificiels en pierre ou en brique? C'est ce que peut sembler suggérer la suite du texte où nous lisons que le roi faisait éloigner le jeune homme ab altaribus, de l'autel. Tite-Live transpose bien entendu à l'époque de Porsenna l'équipement rituel de son temps. Il est donc difficile de dire de quel type de foculus il s'agissait. Le pluriel ab altaribus ne permettait pas davantage de trancher car il est tout aussi ambigu. Je pense personnellement pour le foyer portatif qui brûlait, à mon avis, toujours auprès d'un magistrat, en vue de libations préliminaires ou pour matérialiser le feu sacrificiel qui avait peut-être, en tout cas à Rome, été allumé directement sur le foyer de Vesta. Nous savons par quelques indices qu'il semblerait qu'un feu était porté toujours avec les magistrats quand ils se déplaçaient. Leur poulet rituel dont nous parlerons, un feu, etc. C'est tout le dispositif sacrificiel qu'ils avaient parmi les instruments de torture pour les interrogations, etc. Tout était toujours dans l'entourage d'un magistrat. Mais, comme je vous l'ai dit, les renseignements sont si maigres qu'ils ne nous permettent pas de trancher. Continuons. Tite-Live ne donne aucune description de la consécration des victimes, ce que les Romains appelaient l'immolation. La seule donnée qui s'y rapporte est constituée par des prières prononcées lors de l'immolation. Nous avons déjà parlé des prières sacrificielles il y a quelques semaines. Pour qui prie-t-on quand on fait un acte religieux romain en public? Ces prières devaient toujours contenir un certain nombre d'éléments canoniques, comme le nom de l'auteur du sacrifice, le destinataire du sacrifice, la divinité, la raison du sacrifice et notamment aussi le bénéficiaire. Le fait d'oublier ce dernier élément, ou tel autre élément, n'est-ce pas, invalidait le sacrifice. C'est ce qui se produisit en 176 avant notre ère, lors du sacrifice commun des féries latines. Je cite, les féries latines eurent lieu le 3e jour des nonnes de mai, le 5 mai. Comme au cours de celle-ci, le magistrat de Lavinium, en consacrant une victime, n'avait pas prié pour le peuple romain des Quirites, on eut des scrupules religieux. Et lorsqu'on avait rapporté la chose au Sénat et que celui-ci avait renvoyé l'affaire au collège des pontifes, ceux-ci décidèrent qu'il fallait répéter les féries latines puisqu'elles n'avaient pas été célébrées correctement et que la cité de Lanuvium, qui portait la responsabilité de la recélébration, fournirait des victimes. C'est d'ailleurs le 7 mai et non ante diem tertium, c'est bien le 5 mai. Ce texte nous apprend bien d'autres choses. De quoi s'agit-il? Les féries latines
était la grande fête fédérale des 30 cités du Latium, qui tombait chaque année sur une date mobile fixée par les consuls romains au moment où ils prenaient leurs fonctions. Généralement, elles avaient lieu à la fin du printemps ou au début de l'été. Nous en avons parlé il y a 2 ans. À cette occasion, les délégués des 30 cités, environ, se rendaient au jour dit sur le mont Albin, où, à côté d'autres sacrifices, un grand sacrifice commun était offert à Jupiter par les délégués. C'était le moment culminant de la féerie, de la fête. Le rite était placé sous la direction des Romains, chefs de la Ligue latine, au moins depuis 338 avant notre ère, quand les dernières cités latines avaient été défaites et soumises par les Romains. L'existence de l'erreur du délégué de l'Annuvium est heureux pour nous parce qu'il nous apprend que chaque cité devait offrir un bœuf à Jupiter pour le grand sacrifice commun. D'une manière qui n'est pas précisée, chaque délégué offrait donc sa victime. La formule de consécration comprenait la formule pour le peuple romain des Quirites. Le peuple romain était-il le seul bénéficiaire de ce sacrifice en tant que chef de ligue ? Nous l'ignorons, mais il est possible que chaque délégué, et c'est ce que je pense, ait récité dans la prière de consécration du bœuf ou du taureau, d'après certains textes, la liste des 30 peuples, ce qui expliquerait d'ailleurs un oubli, encore que l'oubli du chef de la Ligue est un peu étrange. L'oubli fut en tout cas remarqué et dénoncé au Sénat romain. Celui-ci consulta le collège des pontifes qui prescrivit la répétition intégrale du sacrifice et imposa aux coupables, les Lanuviens, de porter les frais des 30 nouvelles victimes que réclamait la nouvelle immolation qui allait recommencer. L'infraction rituelle avait frappé de nullité l'ensemble de ce sacrifice. On ne recommence pas le sacrifice de la cité de l'Annuvium, mais les 30 sacrifices. Cette anecdote montre également que l'élément le plus important dans la consécration était la prière et non le geste d'immolation, car seule la parole était à Rome performative. Nous ne possédons pas de description détaillée de l'abattage des victimes. En revanche, plusieurs allusions et un très beau texte sont consacrés à la phase divinatoire qui prend la suite de l'abattage, au cours duquel la victime était assommée et saignée. Cette phase était appelée la litatio, littéralement l'agrément. On posait la victime sur le dos, comme on peut le voir sur un bas-relief qui est conservé au Louvre, pour en examiner les extas, la fraissure, c'est-à-dire les organes sanglants qui se présentaient au sacrificateur dès qu'il avait ouvert le ventre de l'animal, le péritoine, le cœur, le foie, les poumons et la vésicule biliaire. Selon l'état de ces organes, notamment le foie, le sacrifice était déclaré agréé ou non par la divinité. Dans certains sacrifices dits consultatoires, les extas étaient examinés afin d'obtenir des pronostics concernant les événements à venir. Nous en reparlerons. Voyons un exemple de litatio. Nous sommes en 320 dans les événements consécutifs à la fameuse défaite romaine des Fourches Caudines, où les Samnites avaient humilié l'armée romaine, bloquée dans un défilé, et l'avaient laissé partir après l'avoir fait défiler sous un portail formé par des lances qui obligeaient les soldats à se baisser devant leur vainqueur. Nous sommes précisément au moment où va se déployer la vengeance des Romains, qui retournent chez eux et évidemment reviennent immédiatement réarmés et décidés à en redécoudre. Les Tarentins, qui essayent de jouer les médiateurs entre les Romains et les Samnites, envoient au consul romain des messagers pour obtenir leur réponse à leur demande de renoncer au combat et à la guerre. Ils trouvent les consuls en train d'effectuer les préparatifs religieux et humains préliminaires à l'action militaire. Et le consul Papirius leur répond « Les auspices sont favorables, Tarentins. Le gardien des poulets le fait savoir. Les sacrifices ont par ailleurs donné un agrément excellent. C'est donc à l'appel des dieux, vous le voyez, que nous partons faire la guerre. » Le consul avait accompli 2 actes religieux, comme l'écrit Tite-Live. Il avait d'abord pris les auspices avec les poulets.
Nous reparlerons de divination plus tard. Et je passe donc pour l'instant sous silence cette consultation. Il avait ensuite offert, en parallèle, un sacrifice. Si l'on suit le texte, ce sacrifice avait été agréé de façon éminente. Litatum est egregiae. Il a été agréé de façon extraordinaire, éminente. Ce qui signifie qu'aucun des organes examinés n'avait présenté le moindre problème et sans doute que l'agrément avait été obtenu dès la première victime. Il faut savoir que dans le cas contraire, les consuls consultaient éventuellement des aruspices et en tout cas temporisaient et répétaient éventuellement les sacrifices usque ad litationem, jusqu'à l'agrément. Ainsi, lors des combats menés contre les Herniques, un autre peuple du Latium, en 362 avant notre ère, le dictateur romain fut pendant un moment empêché de combattre parce qu'il n'obtenait pas la litatio, et ce n'est qu'à midi qu'il put enfin donner l'ordre d'attaquer. D'à peu près 4-5 heures du matin jusqu'à midi, ça fait une longue attente sur un champ de bataille, alors qu'il veut absolument en découdre avant que la nuit ne tombe. Une très belle description de la litatio est faite lors des rites marquant le début de l'année et l'entrée en fonction des consuls de l'année 176 avant notre ère. Les consuls Gnaeus Cornelius Scipion Hispalus et Quintus Petilius Spurinus. Le jour où les consuls, écrit Tite-Live, Gnaeus Cornelius et Quintus Petilius entrèrent en charge, alors que chacun d'eux immola, suivant l'hommage, un bœuf à Jupiter, le foie de la victime que sacrifiait Quintus Petilius se trouva sans tête, protubérance du foie. Il en fit rapport au Sénat, qui lui ordonna d'immoler un nouveau bœuf jusqu'à ce que l'agrément fût obtenu. Arrêtons-nous là pour l'instant. Ce texte est très riche et nous en commenterons plus tard d'autres aspects. Retenons pour le présent que lorsque les deux magistrats sacrifient pour la même raison, ils sacrifient chacun une victime. Ici, ils sacrifient pour le salut du peuple romain et de la République du peuple romain. Ils acquittent les vœux formulés l'année précédente. Ce n'est pas une victime ou deux victimes qui sont offertes ensemble par les deux magistrats, mais ils offrent séparément, chacun séparément, une victime. Ça fait deux. Il ne faut jamais d'ambiguïté. Un sacrifiant une victime, etc. On ne mélange pas les choses, comme aux féries latines. Ce détail, justement, nous permet de conforter l'interprétation donnée du sacrifice raté lors des féries latines de la même année que nous venons de lire. Une erreur, on recommence tout, mais chacun fait comme ici, singulis pubis, chacun avec un bœuf. Ce sont des petits détails qui sont très importants. L'affaire ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque pendant que le Sénat s'occupait d'autre chose et que Petilius fit sacrifier à nouveau pour obtenir la litatio, Gnaeus Cornelius fut appelé par un appariteur à l'extérieur du temple où le Sénat était réuni. C'est lui qui débattait avec le Sénat pendant ce temps. Il sortit et rentra peu de temps après, le visage concerné. Il annonça au père conscrit que le foie d'un bœuf de 600 livres qu'il avait immolé s'était dissous. Ajoutant peu de crédit au rapport du victimaire, il avait lui-même fait verser l'eau de la marmite dans laquelle on cuisait la fraissure, les extas, et avait vu que tout le reste de la fraissure était resté entier, tandis que le foie s'était consumé en une inénarrable pourriture. Nous apprenons plusieurs choses. Il y a d'abord le fait même. Si le sacrifiant a reçu à première vue l'agrément au moment de l'inspection des extas, juste après l'abattage de l'animal, il peut toujours se produire un événement imprévu, un prodige, dit Cornelius au sénateur, qui remet en cause la litatio.
Il y a ensuite l'éclairage qui est porté sur la cuisine du sacrifice. On voit que le consul est assisté par un de ses appariteurs, un viator, un messager, et auprès de la victime par un victimarius, un victimaire, c'est-à-dire un boucher sacrificiel. Ce dernier abat l'animal et le manipule et procède également au prélèvement et à la cuisson des extas. Ceux-ci, en effet, ne sont pas jetés crus dans le feu de l'autel, mais sont préalablement cuits dans une holla, un terme qui partage la même racine que l'oule du midi de la France, marmite. Vous n'avez qu'à lire ce que Paul Diacre écrit quand il appelle ce type de fraissure aulikokia exta, les extas cuits en marmite. Il y a aussi le dernier fait qui est intéressant dans ce passage, c'est la manière dont Gnaeus Cornelius exprime son scepticisme à l'égard du prodige. Il ne se fie pas au victimaire qui est terrifié, mais ce qu'il fait, c'est de l'accuser, en gros, d'exagérer. Et il veut voir lui-même. Il doute donc des signes. Rappelez-vous ce que nous avions dit la dernière fois à propos des critiques que Tite-Live fait des signes excessifs annoncés de ci, de là. Nous sommes exactement dans ce contexte. L'affaire continue. L'autre consul vint ajouter à l'effroi que ce prodige, voilà le terme employé, causait au sénateur, en déclarant que les 3 autres bœufs qui avaient été immolés, du fait que le foie du premier était dépourvu de tête, n'avaient pas non plus été agréés. Le Sénat lui ordonna de continuer à immoler les victimes adultes jusqu'à l'agrément, usque ad litatione. On dit que pour tous les autres dieux, on obtint l'agrément, mais que Pétillus ne réussit pas à l'avoir pour Salus. Il apparaît que pendant ce temps, Pétillus avait de son côté sacrifié 3 autres bœufs sans jamais pouvoir obtenir l'agrément. Il reçut l'ordre de persister. Nous apprenons enfin une dernière chose importante sur les rites. Jusqu'à présent, ces rites du début des sacrifices votifs du début de l'année. Jusqu'à présent, Tite-Live a parlé pratiquement de bœufs pour chacun des 2 consuls. Sa conclusion de l'histoire nous révèle d'abord que les 2 consuls ont dû recommencer les sacrifices, puisqu'à la fin, toutes les victimes et pour toutes les divinités, dit Tite-Live, ont été agréées, sauf celles que Pétilius destinait à Salus. Ce qui laisse supposer donc qu'il y avait d'autres victimes que nos bœufs en question et qu'il y avait d'autres divinités. Nous connaissons le lieu et la cérémonie en question. Nous sommes au Capitole, il s'agit de l'acquittement des vœux du début de l'année et nous savons aussi, par des documents postérieurs, que les consuls honorent 4 divinités. Jupiter, qui est le seul qui reçoit un bœuf, Junon et Minerve, les 2 autres membres de la triade capitoline, mais aussi Salus Publica Populi Romani, salut public du peuple romain, qui sont 3 divinités, donc qui sont honorées chacune d'une vache. On mesure à quel point le récit de Tite-Live est laconique, et quand on ne fait pas attention, on ne se doute pas un seul instant que les consuls sacrifient à 2 divinités et qu'ils offrent en fait 8 bovins, pas seulement 1 ou quelque chose comme cela. Et même le grand Vissova a dormi un peu quand il a travaillé sur ce texte dans son manuel, puisqu'il ne parle que d'un sacrifice de bœuf ou de taureau, comme il dit, là c'est clairement un bœuf, à Jupiter. Non, il s'agit de toute la triade et de Salus. Sans l'existence de quelques textes extérieurs, nous serions incapables de saisir de quoi il parle exactement. Ce texte extraordinaire est le seul qui fournisse des détails sur la manière dont se déroulait au Capitole l'acquittement des vœux du Nouvel An et atteste en même temps que le service possédait déjà en 176 la même structure que sous l'Empire. Les difficultés qui ont surgi cette année-là nous ont permis de reconstituer la séquence rituelle de la litatio. Une fois agréée par les divinités, les animaux sont partagés, les extas sont cuits en marmite avant d'être offerts dans le feu de l'autel sacrificiel.
C'est là que s'arrête malheureusement le récit de Tite-Live, mais tout à l'heure, une autre fois, nous verrons qu'il y a des événements postérieurs. De l'offrande elle-même, mise à part les quelques textes qui signalent le type de prière qui était prononcée et des rapports laconiques précisant le type de victime qui était sacrifiée, Tite-Live ne nous dit presque rien. Deux autres éléments ressortent cependant du récit. L'existence du banquet qui suit les sacrifices et les jeux qui concluent les grands sacrifices. Tite-Live ne décrit pas souvent ces banquets qui étaient parfaitement banals, qu'il s'agisse de banquets sacrificiels concluant les grands services religieux ou des banquets privés qui mettaient un terme à la période de deuil. S'il les évoque, c'est parce qu'il y a eu un incident ou parce qu'ils présentaient une caractéristique particulière, par exemple des banquets de fin de deuil qui étaient extrêmement luxueux. Nous avons déjà parlé du banquet des sénateurs lors de l'Epulum Iovis du 13 septembre et lors des Lectisternes, pendant lesquels les Romains invitaient aussi à titre privé les voisins et les étrangers de passage pour un grand banquet collectif. L'autre occasion qui conduit à mentionner le banquet sont à nouveau ce que Tite-Live rapporte sur les féries latines. Ces rites de l'antique Ligue latine avaient une grande importance dans le fonctionnement institutionnel des Romains, comme nous le verrons aussi. Aussi, tout incident et toute infraction rituelle annulait-il la cérémonie. Nous avons déjà évoqué l'annulation due à un oubli dans la formule de consécration d'une victime. Tite-Live rappelle également deux recélébrations de la fête, des instaurations, comme disaient les Romains, qui se réfèrent au banquet sacrificiel cette fois-ci. Dans les deux cas, les délégués de l'une des cités latines n'avaient pas reçu leur portion de viande, caro ou carnis, comme dans le deuxième exemple. Deux exemples qui soulignent aussi le fait qu'un sacrifice n'est valable que s'il implique la convivialité. Il doit être suivi d'un partage et sans doute d'un banquet des sacrifiants, auquel il n'est pas question de se soustraire. Or, il y avait beaucoup d'ayants droit aux féries latines, 30 délégués, et beaucoup de ces cités n'existaient pratiquement plus, de sorte que les personnes qui étaient chargées de les représenter sur le mont Albin pouvaient oublier, voire disparaître sans qu'on s'en aperçoive, ou même ils pouvaient arriver simplement en retard. Ardée et Lavinium étaient ainsi des lieux de mémoire avec des sanctuaires dont certains étaient toujours fréquentés par les Romains, comme par exemple celui de Lavinium. Mais nous ignorons si en 190, il existait des prêtres locaux ou des délégués locaux, si tout fonctionnait encore bien, ou s'il existait déjà des prêtres romains comme les Laurentes Lavinates de Lavinium, que nous avons déjà mentionnés, qui pouvaient représenter la cité éteinte dans ces rites collectifs. L'absence, en tout cas, des délégués au mont Albin était un problème récurrent dont nous entendons encore parler au milieu du 1er siècle avant notre ère. Avec 30 délégués, il y a une chance qu'il y ait toujours quelque chose qui aille de travers. Quoi qu'il en soit, le manquement au règlement sacrificiel était assez important pour annuler l'acte accompli par les autres sacrifiants. Un rite religieux comme le sacrifice était un acte collectif, en ce sens que tous les membres de la collectivité ou tous les délégués affectés à un rite devaient obligatoirement y participer, prononcer leur formule et recevoir à la fin leur portion de viande sacrifiée. Autrement, le rite était nul et il fallait tout recommencer. Nous disposons d'un autre exemple qui tourne autour des questions de banquet. Il s'agit d'autre chose. Nous le trouvons dans un petit mythe étiologique portant sur les rites qui se déroulaient auprès du grand autel d'Hercule. Ces rites étaient particuliers et un lecteur de Tite-Live devait s'en rendre compte. Lisons le passage. Nous sommes avant, c'est un partage aussi, nous sommes avant la fondation de Rome, au moment où Hercule, visitant le site de Rome, débarrassa les premiers habitants du géant Cacus et fut reconnu par les Romains, ou les Arcadiens plutôt. Il accepta qu'on lui institue un autel et un culte. C'est alors, pour la première fois, raconte l'historien, qu'on offrit un sacrifice à Hercule, en choisissant une bête remarquable dans son troupeau.
On fit appel pour la cérémonie et le festin qui devait la conclure aux Potiti et aux Pinarii, deux familles qui étaient alors considérées comme les plus illustres parmi celles qui habitaient en ces lieux. Le hasard fit que les Potiti arrivèrent à temps et qu'on leur servit la fraissure, alors que les Pinarii arrivèrent alors qu'elles avaient déjà été consommées et ne reçurent donc que le reste du repas. De là naquit la coutume, qui dura aussi longtemps qu'il y eut des Pinarii, qui leur interdisait d'avoir part à la fraissure de ce sacrifice annuel. Manifestement, l'auteur décrit une vieille coutume propre à cet autel et dont on ignore si elle existait encore de son temps, quand le prêteur urbain avait désormais la responsabilité du sacrifice au grand autel. Toujours est-il que le mythe qui explique l'origine de la coutume joue avec deux noms de famille, celui des Potiti, dont le nom dérivé de potiri, signifie quelque chose comme ceux qui se sont emparés des extas, c'est-à-dire les ont mangés, ou bien ceux qui ont l'autorité sur le sacrifice, et le nom des Pinarii, de l'autre côté, ceux qui jeûnent, ceux qui ont envie de manger. Étymologie latine pour les uns, étymologie d'origine grecque pour les autres. C'est ainsi que fonctionne l'étymologie antique. Les uns, donc, désormais, offrent le sacrifice et mangent la fraissure. Les autres leur servent d'appariteur. Voilà pour le mythe. Mais le texte est bien sûr beaucoup plus important encore. Ceux qui connaissent un peu la religion romaine seront peut-être surpris que les Potiti mangent non pas la première part ou toute la viande, etc., mais mangent des extas, c'est-à-dire la fraissure. Les Pinarii, le reste du banquet, ketera daps. Or, la fraissure, qui était composée des 5 organes sanglants, cœur, poumon, foie, vésicule biliaire, péritoine, représentait en rite romain la part de la divinité, du fait que c'est dans la fraissure que réside l'élément vital de celle-ci. Les humains ne recevaient que le reste, la viande. Ici, le banquet d'Hercule est donc organisé, en fait, comme il l'est dans les poèmes homériques ou en pays grec. Les humains consomment d'abord les extas, splankna en grec, puis les chairs, les dieux recevant de la graisse et des ossements. Or, Tite-Live remarque un peu plus loin que ce culte est le seul que Romulus emprunta à l'étranger. Fondé par Évandre l'Arcadien en l'honneur d'Hercule, il est clairement d'origine grecque et obéit donc aux règles sacrificielles grecques, raison pour laquelle les érudits romains le rangent parmi les cultes célébrés suivant le rite grec, ritu graeco. Si cette coutume sacrificielle a continué, il s'agit donc d'un type de sacrifice au cours duquel les sacrifiants, ou du moins certains d'entre eux, ceux qui ont la haute main sur le sacrifice, consomment la fraissure, ce qui implique sans doute qu'Hercule reçoit des ossements et de la graisse, avant que ne commence le grand banquet qui comprend le reste de la viande du bœuf, laquelle doit d'ailleurs être entièrement consommée avant la fin de la journée. Nous en avons parlé il y a quelques années. C'est à ce deuxième banquet que les Pinarii peuvent participer. En tout cas, si tel est le cas, vous voyez que c'est un sacrifice à la grecque parfait, que Tite-Live décrit ou place à l'époque archaïque. Malheureusement, nous ne savons pas si à l'époque de Tite-Live, ce banquet fonctionnait encore comme cela. Tout ce que nous savons, c'est qu'il fallait tout manger avant la soirée, sinon le reste était jeté dans le Tibre. Et c'était aussi un repas où seuls les hommes pouvaient consommer des parts sacrificielles et ils n'avaient pas le besoin de verser une taxe sacrificielle. Tout le monde pouvait venir s'attabler et manger. Notons aussi que c'est d'après cette description, ceux qui sacrifient les Potiti ont droit à d'autres parts sacrificielles que les autres convives, ceux qui assistent simplement au sacrifice ou qui font les serviteurs. Les Potiti reçoivent les extas, les autres d'autres parts de viande, le reste de la viande.
Et ce type de partage entre sacrifiants correspond encore une fois à une coutume grecque du partage sacrificiel qui attribue les parts aux participants selon leur rôle social et fonctionnel. Il y a des parts d'honneur, il y a des parts attribuées suivant les fonctions sociales, etc. Ce qui n'est pas du tout romain. Ce qui en revanche est très romain, ce sont les extas eux-mêmes, qui sont la part d'honneur des sacrifices et en tant que tels réservés aux dieux, qui ne sont pas tout à fait l'équivalent exact des splankna grecs. Nous avons décrit il y a quelques années en détail ce que nous savons de ce culte à l'époque historique et je n'y reviens donc pas. Vous constatez que Tite-Live profite de ce culte pour décrire, comme en passant, un rite sacrificiel très particulier, très différent de celui qui marque les sacrifices de la Ligue latine sur le mont Albin ou les sacrifices des magistrats romains. Pour le reste, Tite-Live n'évoque plus les banquets sacrificiels dans la partie qui est conservée de son œuvre, sauf pour des banquets sacrificiels célébrés par des étrangers et pour les banquets au cours desquels des crimes ou des événements particuliers eurent lieu. Ce qui ne nous intéresse pas ici, sauf pour noter que certains rois étrangers ou un ennemi héréditaire comme Hannibal utilisent le contexte religieux pour tuer ou pour tromper. L'historien évoque encore une dernière institution qui est en relation avec les banquets sacrificiels. Et les sacrifices en général. Nous sommes en 311 avant notre ère, à l'époque de la célèbre censure d'Appius Claudius, qui, entre parenthèses, aurait également racheté la prêtrise d'Hercule du Grand Autel aux Potiti et aux Pinari, pour les passer désormais aux prêteurs urbains. Les censeurs, dit le texte, venaient d'interdire aux joueurs de flûte de participer au banquet dans le temple de Jupiter, comme ils en avaient l'habitude depuis longtemps. Mécontents, ils se rendirent en cortège à Tibur, Tivoli, si bien qu'il n'y avait plus personne à Rome pour jouer pendant les sacrifices. La grève des flûtistes romains est célèbre. Nous l'avons commenté il y a quelques années en célébrant les questions romaines de Plutarque. Comme les rites ne peuvent pas être accomplis sans le son de la flûte, les Romains font tout pour que leurs flûtistes reviennent. Évidemment, vous me direz, ils auraient pu licencier tout le monde, et parce qu'il s'agissait d'un groupe d'une vingtaine de flûtistes, n'est-ce pas, et engager d'autres joueurs de flûte. Mais nous sommes dans un mythe qui explique justement un rite très particulier qui viendra, vous le verrez, et d'autre part, toute l'histoire est aussi destinée à montrer que chaque élément du dispositif sacrificiel est essentiel. Donc vous ne pouvez pas, d'une pichenette, dire les flûtistes ne jouent plus, on s'en débarrasse, on en prend d'autres. Non, les flûtistes sont essentiels et ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par une ruse, un affranchi réussit à aller à Tivoli, à les enivrer et à les ramener à Rome. Le matin, il se retrouve en triste état et de surcroît déguisé en femme sur le forum romain. Tout le monde rit et ainsi naquit une nouvelle fête avec sa licentia solemnis, l'organisation d'organiser ces défilés de carnaval annuels, une autorisation qu'il serait absurde de qualifier de solennelle, mais qui revient en revanche régulièrement tous les ans pendant 3 jours. Pendant ces jours, les Quinquatrus Minusculae, on fêtait Minerve, patronne des artisans et notamment des musiciens. Et pour ceux qui jouaient lors des sacrifices, le privilège de banqueter au temple de Jupiter fut reconfirmé. La conclusion de l'affaire prouve qu'il ne s'agissait pas seulement du privilège de pouvoir banqueter entre eux, mais de celui de recevoir une part de viande des sacrifices offerts pendant lesquels ils avaient accompli leur office. Ils étaient associés de droit au banquet. Encore une pratique qui relève de la cuisine sacrificielle et dont nous apprenons l'existence par ce biais, un peu folklorique si vous voulez. Les femmes ne sont jamais mentionnées dans ces banquets sacrificiels. C'était une affaire de citoyens, une affaire d'hommes. Elles participent aux supplications, aux lectistern,
et fêtent leur propre culte, notamment le culte du deuil de Cérès, introduit au cours du IIIe siècle, pendant la période pour laquelle nous ne possédons malheureusement pas le texte de Tite-Live, ce qui nous prive vraisemblablement d'une description développée de cette fête. Dans ce rite importé de Sicile, en grec on le nomme les thesmophories, les matrones, c'est-à-dire les femmes mariées, étaient dans un premier temps en deuil et cherchaient pendant la nuit Proserpine, Perséphone, enlevée selon le mythe grec par Dispater, Pluton, avant de fêter joyeusement son retour. Or, en 216 après notre ère, après le désastre de la bataille de Cannes, en Apulie, où étaient tombés de très nombreux Romains, il se trouva que les matrones en deuil étaient si nombreuses qu'il était impossible de célébrer le service religieux annuel consacré à Cérès, le fameux deuil de Cérès et le retour de Proserpine, au point que le Sénat limita le deuil privé à 30 jours au lieu de l'année coutumière. Ce décret visait à assurer la continuité des rites publics et privés, dans la mesure où une personne en deuil ne pouvait pas célébrer un rite de la vie religieuse ordinaire. Elle se trouvait pendant la période du deuil sous l'emprise de la mort et ne pouvait donc pas approcher les autels des dieux d'en haut, même dans un rite particulier comme le deuil de Cérès. Un autre passage de Tite-Live évoque des rites matronaux propres, la fête de Bonadea, qui était célébrée par les matrones et les vierges vestales dans la demeure de l'épouse du consul qui était en exercice. Malheureusement, le texte de Tite-Live est perdu, mais un résumé nous le situe dans le livre 103. L'historien y racontait l'une des nombreuses affaires de Publius Claudius qui eut lieu en 62 avant notre ère. Le fameux agitateur avait profité de la coutume qui interdisait aux hommes d'être présents dans la demeure privée où était célébré le sacrifice à Bonadea. Il s'était déguisé en joueuse de lyre et avait tenté de rejoindre l'épouse du grand pontife César, qui participait évidemment au rite. Découvert, le sacrilège donna lieu à un procès que Claudius gagna, ce qui laisse, et c'est tout ce que nous savons, d'après Tite-Live, il y a d'autres textes de Cicéron notamment qui en parlent, ce qui laisse supposer une fois de plus qu'au livre 103, Tite-Live devait décrire au moins brièvement ce rite féminin, tout comme il rapporte au chapitre 14 du livre 29 le rôle joué par une matrone dans le transport à Rome du bétil, de la pierre représentant la Grande Mère en 201, ou encore la dédicace du temple de Fortuna Muliebris, la fortune des femmes, à l'époque du siège de Rome par Coriolan pour commémorer le sauvetage de Rome que les matrones avaient accompli. Les femmes sont donc, vous le voyez, régulièrement évoquées dans le récit de Tite-Live, même si parfois des passages essentiels comme la fondation du culte, du rite du deuil de Cérès, ou un scandale notoire comme celui dont je viens de parler tombent dans des parties perdues de l'œuvre, elles sont parfaitement évoquées et on constate qu'elles possèdent des rites particuliers dans lesquels elles jouent le premier rôle, mais que dans la plupart des autres rites, même ceux qu'elles effectuent avec leurs maris ou leurs enfants, elles ne jouent jamais le premier rôle, à moins d'être invitées par le Sénat à célébrer des rites expiatoires exceptionnels. Et quand elles s'emparent des lieux de culte sans y avoir été invitées, elles suscitent un scandale, comme nous l'avons vu. Arrêtons-nous encore quelques instants sur ce qui constitue le dernier temps des grands sacrifices, les jeux, les ludii. Nous avons déjà évoqué les jeux romains du 13 septembre, qui s'étendaient en fait sur 16 jours, dont seul le dernier était consacré aux jeux. Tite-Live ne décrit pas la création de ces jeux, contrairement à d'autres auteurs. Il s'attarde en revanche plus longuement sur la création des jeux apollinaires, non pas sur le programme des courses de chevaux ou des autres jeux qui les complétaient, ni même sur la procession, mais sur ce qu'on appelle très exactement des jeux à Rome. Nous sommes en 212, dans une époque encore remplie d'angoisse pour les Romains. Deuxième guerre punique, toujours en cours. À un moment donné, des prophéties circulèrent parmi lesquelles
il y en avait une qui recommandait de faire des jeux à Apollon. Le Sénat fit interpréter cette prophétie pendant une journée, puis il demanda au décemvir chargé de célébrer les rites sacrés de consulter les livres sibyllins à propos de ces jeux et des sacrifices à accomplir. Une fois la réponse obtenue et délivrée au Sénat, celui-ci ordonna de faire à Apollon le vœu de jeux et de sacrifices. Et quand les jeux seraient célébrés, le prêteur urbain qui en avait la charge devrait recevoir 12 000 as ainsi que 2 victimes adultes pour sacrifier suivant le rite grec. D'après le deuxième Senatus Consulte, les jeux devaient comporter le sacrifice à Apollon d'un bœuf aux cornes dorées et de 2 chèvres aux cornes dorées, ainsi que le sacrifice d'une vache aux cornes dorées qui serait offert à Latone. Selon les modalités du sacrifice grec, un dieu masculin pouvait parfaitement recevoir des victimes femelles. Ce n'était pas le cas en rite romain. Enfin, le prêteur demandait aussi au peuple de contribuer, chacun selon ses moyens, à la fête. Et le peuple assisterait au rite couronné de laurier, et les matrones, quant à elles, feraient des supplications. Vous voyez aussi en pointillé les différents éléments rituels qui seront utilisés par Auguste plus tard pour écrire, enfin les conseillers d'Auguste, pour écrire la partition des jeux séculaires de 17 avant Jésus-Christ. Tite-Live nous fournit donc ici l'ensemble des éléments qui forment ce qu'on appelle des jeux, non pas seulement des courses, mais aussi des sacrifices, des supplications, des spectacles, auxquels s'ajoute l'obligation de sacrifier suivant la modalité grecque et d'assister couronné, là encore à la grecque, à toutes les cérémonies. Enfin, Tite-Live, qui a dû avoir la possibilité de consulter les Senatus Consultes ou des auteurs qui les connaissaient, ajoute un petit commentaire théologique de son cru en précisant qu'Apollon était honoré pour obtenir la victoire et non pas, comme certains le prétendent, pour obtenir la guérison. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'Apollon est un dieu belliqueux, dont le premier autel, complété plus tard par un temple, se trouvait en bordure du champ de Mars, à peu de distance de l'autel de Mars. Et ce temple a reçu une voisine, Bellone, qui patronne les peines de la guerre. Donc Apollon à Rome, comme Tite-Live le précise de façon un peu pédante, est un dieu agressif. C'est le dieu qui peut déclencher des pestes, il lance les traits, il peut créer le désordre. C'est aussi le dieu qui peut ramener l'ordre, comme Georges Dumézil l'a montré dans Apollon sonore. Toujours l'harmonie et le son jouent un certain rôle dans tout cela. Et Tite-Live fait allusion ici à un léger glissement sémantique entre les deux aspects de la personne du dieu, de sa personnalité, qui est soit agressive quand il est fâché, ou alors il ramène l'harmonie quand il est apaisé. Et avec le temps, manifestement, le deuxième aspect du Dieu, le deuxième aspect de son mode d'action est venu de plus en plus couramment au premier plan. Et à l'époque d'Auguste, même si Apollon était le dieu de guerre d'Octavien à partir des années 36, c'est quand même le dieu harmonieux, rameneur de l'ordre et de l'harmonie, qui est au premier plan. Mais Tite-Live, vous voyez, en professeur de théologie sourcilleux, dit « mais il ne faut pas dire n'importe quoi, si on l'a invoqué au moment de la guerre punique, c'était pour des questions militaires et de victoire. On veut qu'il lance ses flèches contre les ennemis. C'est pour cela qu'il est invoqué. C'est pour cela qu'autrefois il a été installé. » Donc, après avoir examiné les différents temps du sacrifice, des simples gestes qui composent le rite jusqu'aux grandes fêtes qui durent plusieurs jours, il faut maintenant revenir encore à d'autres problèmes liés au sacrifice, et je vous parlerai la prochaine fois d'une question qui ne cesse de poser des problèmes aux non-spécialistes et même aux spécialistes. Je veux parler du lustrum et de la lustratio. Nous verrons ça la fois prochaine. Merci.